Hello, bonsoir tout le monde, Bonjour. bienvenue. J'espère que vous m'entendez déjà, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat pour celles et ceux qui sont déjà là. Et j'ai le plaisir, l'insigne honneur, Oh comme non, on dit. c'est que le mec qui commence dès le début. Ah, Ouais, genre, waouh, c'est un truc incroyable. incroyable. D'ailleurs, j'ai un tapis rouge sur moi que je vais dérouler immédiatement. Oh, non, j'étais plus. Donc de recevoir mon ami Thibaut Icarius de la chaîne Histoire appliquée. Et Bonsoir. d'ailleurs, tu souhaites que j'envoie les gens vers quoi principalement? Si je devais mettre un lien parmi tous tes réseaux dans le chat, je peux en mettre plusieurs, ceci dit. Moi, Bonsoir, je pense que bonsoir. le plus simple, c'est la chaîne YouTube actuellement, même si je travaille un peu sur le reste, mais là, on est surtout sur la chaîne YouTube. J'ai décidé d'arrêter de faire des promesses. Parce que je me fais des promesses à moi-même en disant: «Il va y avoir bientôt du nouveau contenu sur Instagram» et c'est vrai, ça je travaille dessus depuis longtemps, mais le temps pour mettre tout ça en place est tellement long et tellement je l'ai pas que du coup je dis: «Faisons simple, la chaîne YouTube elle est là, elle fonctionne, il y a du contenu régulièrement, allez-y». Donc, à mon avis, vous le connaissez déjà parfaitement, mais si ce n'est pas le cas, ben, il faudra aller jeter un œil. Et si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, eh ben, évidemment, il y aura le lien vers la chaîne YouTube de Thibaut dans la description, en commentaire épinglé, tout ça et tout ça. Donc, ce sera ça facile d'aller voir son travail qui est de la vulgarisation historique très bien faite, souvent très amusante, pertinente. Et ça parle comme si vous me suivez, c'est que vous aimez les films et les séries. Et tu parles assez régulièrement de films et séries, entre autres. Donc, raison de plus pour aller voir si vous ne connaissez pas. Les Hop. dernières vidéos étaient sur des séries en plus de ça. Euh, alors, évidemment, si nous sommes là ce soir, vous l'aurez compris avec le titre, avec les annonces, tout ça, normalement, si vous avez les yeux en face des trous, vous savez qu'on va parler de Dune, essentiellement de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, qui est maintenant quand même au cinéma depuis une semaine, donc je me suis dit qu'on pourrait assez facilement aborder ça avec spoiler, même si on commencera sans spoiler pour laisser le temps au cas où. On va discuter, échanger sur nos premières impressions, sur nos rapports de chacun qu'on peut avoir à cette œuvre. Et, coucou pour ceux que je vois aussi pour la première fois dans le chat, Valandra, Karashnikov, salut Geek Fabula, salut Valentin, salut Seragun, salut Iruma. Et c'est vrai que très souvent maintenant, quand on se retrouve en live sur Twitch, c'est pour faire du jeu de rôle. Parce que j'adore ça, et c'est ma première passion de geek dans la vie, et donc je continue à faire vivre ça et tout et tout. Et d'ailleurs, on continuera la semaine prochaine, c'est mercredi prochain. Mais donc, Dune, et ce que je te propose, c'est que pour nous remettre un peu dans l'ambiance, on voit la deuxième bande-annonce en français, soyons fous. Et ça va nous remettre dans l'ambiance, remettre tout le monde dans l'ambiance, et normalement, si je fais ça, est-ce que ça... Mais oui, tout ça fonctionne. Et vous me direz si vous avez bien le son par rapport à la vidéo, si c'est pas trop fort. Voyons ça. Ben, je dois dire que je pense que je n'avais jamais vu cette bande-annonce en entier parce que pour une fois, j'avais essayé de réduire au max ce que j'avais vu, ce que j'avais comme image en tête avant de voir le film. Et je la découvre, et c'est vrai que ça montre quand même pas mal de séquences fortes, des moments assez forts du film, ne serait-ce que visuellement. Après, ça n'a jamais le même impact que quand on est dans une salle de cinéma. Et puis, je découvre aussi un peu la VF parce que, bon, moi j'ai vu le film deux fois, et donc Thibaut l'a vu une fois. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours vu en VO sous-titré. Mais alors je vais mettre une petite musique d'ambiance et vous me direz si ça vous gêne, si c'est bien, si ça... oh, voilà. Euh, c'est quoi ton rapport, toi, à Dune, de manière générale? Bah, en fait, à dire vrai, je sais pas. Déjà, j'ai un problème général avec la SF, c'est que je vais avoir un rapport très tranché, c'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles je vais énormément accrocher, et d'autres très très peu sur lesquelles je vais quasiment faire un rejet. Et je crois que je l'ai lu quand j'étais vraiment mais ado, il y a très longtemps et que je m'en souviens pas. Et pour le coup, je ne m'en souviens pas du tout. Et c'est un peu l'avantage que j'ai aussi, je pense, là-dessus, c'est que euh, je vois pas le film avec un regard de connaisseur. Je vois pas le film avec un regard de
J'ai adoré le livre et il faut absolument que ça colle, machin. Je vois le film avec oh d'accord. Enfin, avec un truc un peu neuf. Et le premier, j'ai failli ne pas voir le premier au cinéma, justement parce que la SF un peu à l'ancienne, en règle générale, m'attire mal, j'accroche mal. Et donc, Dune, quand il est sorti au cinéma, j'étais là, genre, le premier, je suis genre, oui, bon, j'irai le voir si j'ai le temps, et Hmm. puis j'ai pas pris le temps. Et c'est ma meilleure amie, je crois que c'était la dernière semaine d'exploitation. C'est-à-dire que vraiment, elle est venue chez moi par hasard, et on discute de ça, et je lui dis, bah, j'ai pas vu Dune, elle m'a regardé, elle m'a pris par le col, comme ça. Et, euh, et l'heure d'après, on était au cinéma, et j'ai vu le film, et je ne regrette absolument pas, parce que vraiment, le premier était exceptionnel. Et donc, pour le coup, le 2, je l'attendais, et je n'ai regardé aucune bande-annonce exprès. Pas tant parce que je suis sensible au spoil que parce que de plus en plus je regarde pas les bandes annonces. Et voilà, j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Et je n'ai pas été déçu, puisque nous avons été le voir ensemble et que c'était, Belle c'était bien. expérience. Tu, Ouais, quand tu parlais de SF à l'ancienne, tu voulais dire quoi par là? C'est- c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à définir. Mais il y a plein d'auteurs de SF des mêmes années, où par exemple, tu vois, sur tout ce qui est. Enfin, pour moi, je casse ça dans la même case. Tout ce qui est Hyperion, par exemple, de Dan Simmons, je les ai tous lus. Et vraiment, je sais pas si je les ai lus parce que j'avais envie de les lire, parce que je me suis convaincu qu'il fallait les lire, parce que voilà, mais en fait, j'ai pas du tout accroché. Euh, Justement, j'y suis pas revenu du tout. Et il y a vraiment, pour moi, une espèce. Il n'y a pas l'accroche de tiens, je vais aller lire de la SF un peu classique, parce qu'à chaque fois, j'y arrive pas. Et je sais pas du tout pourquoi. Vraiment, je saurais pas l'expliquer. Alors que, pour le coup, des trucs un peu plus récents, type, pour n'en citer qu'un, tout l'univers de Warhammer 40 000, je peux en manger toute la journée sans aucun problème. Eh ouais. Je sais pas pourquoi. Et d'autant plus que là, actuellement, je ne lis entre guillemets que ça parce que je suis en train de me faire toutes les séries emblématiques de Warhammer 40 000. Et j'ai un défi, c'est d'arriver à lire toutes les Résidorus en un an, c'est-à-dire 64 ou 67 livres maintenant. Il y a Et tellement. je saurais pas dire pourquoi. Il y a tellement de bouquins sur Warhammer 40 000, je savais qu'il y en avait, mais à ce point-là. Parce qu'en termes de. Moi, la perception vraiment extérieure que j'ai, c'est que, complètement cliché, c'est que on peut mettre Dune dans la grande littérature, entre guillemets. Ceci dit, moi, c'est pas un critère pour moi pour choisir la grande littérature ou pas, je m'en fous complètement. Mais pour moi, on peut sûrement classer assez facilement, ou la plupart des gens diront que Dune, c'est de la grande SF. Tout ça qui a beaucoup marqué, alors que ça va être sur des livres, sur des licences beaucoup plus récentes, comme Warhammer 40 000, ça va être plus des livres de commande et des trucs. Mais peut-être que je suis complètement. Ouais. En fait, oui et non, dans le sens où dans l'univers de Warhammer 40 000, alors du coup, je commence à avoir relu un paquet maintenant, j'en vais être en 25 ou 30 Hmm. d'auteurs différents. T'as des auteurs qui sont extrêmement bons et qui sont là depuis le début, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bons, et quand tu le lis, tu te dis, bon, allez, vivement le prochain, l'avantage c'est qu'il y en a plein d'autres, hein, mais il y a des auteurs qui sont vraiment très très bons, et où pour le coup, on est sur des gens qui commencent à être très reconnus pour leur travail, et voilà. Mais je pense que, alors je sais pas du tout, mais comme pour beaucoup de choses de la culture pop, je pense qu'au moment où Dune est sorti, c'était pas considéré comme de la grande littérature, tu vois. Et Ah c'est oui, bien avec le sûr. temps où ça devient culte, tout le truc et Hmm. machin, et quasiment comme si, tu vois, comme si chaque année, il y a une œuvre qui sort, et comme si chaque année, l'œuvre gagnait par son ancienneté Hmm. un petit peu plus de crédit, jusqu'à ce que ça devienne un truc classique, alors que dans l'absolu, Après, tu ceci vois ce dit, que je veux dire ou ouais, pas? ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est quand même la richesse de Dune a été assez rapidement reconnue, si je dis pas de bêtises, et je pense qu'en l'occurrence, c'est pas du tout usurpé le fait que c'est vraiment Ah non, attention. gagné en termes de réception générale, de Mm, mm. respect du public et de la critique et de profondeur, voilà, de tout ce qu'il a inventé, des concepts qu'il met en avant. Il y a quand même pas mal Ouais, attention, de choses positives. Ouais. quand je dis qu'on a l'impression que chaque année, toi, c'est auprès du grand public qui est Hmm. mal habitué, Ouais. peut-être à cette culture, à ces cultures, aux cultures de l'imaginaire, tu vois. Pour moi, un livre est bon, que ce soit un livre de fantasy, un livre de Hmm. policier, un livre de SF ou un classique. Bon, bah, si j'accroche, j'accroche, et puis c'est tout.
Et quand tu parlais on parlait à l'instant de la comparaison qui a sans doute peu de sens, mais entre Dune ou Hyperion et des romans de Mhm, l'univers Warhammer 40 000, ça m'a fait penser par exemple à la perception que j'ai, qui est peut-être un peu biaisée aussi, du rapport qu'il peut y avoir entre le livre, enfin le Seigneur des Anneaux et les livres dans l'univers Donjons et Dragons, tu vois, que je vais considérer ah oui. vraiment comme des trucs que j'ai pas spécialement envie de lire, que quand j'ai lu même Lance Dragon, Dragonlance, qui est réputé quand même, tout ça, que j'ai trouvé quand même pas foufou en termes d'écriture et et Je d'histoire crois et que je tout. l'ai lu, j'avais 14 ans, j'ai trouvé ça exceptionnel, mais j'avais 14 ans, tu vois, donc je sais pas trop si c'est comparable. Hmm. Alors, bah une fois, maintenant qu'on a posé ça, hmm, J'écoute, j'essaie juste d'augmenter ton son artificiellement, ne t'en fais pas. euh, ouais, d'accord, tu m'entends pas très très fort, c'est ça? Tu me diras si Alors c'est. si, mais comme moi j'entends pas la musique et que ça me perturbe quand il y a du blanc, quand je suis en live, du coup, je vais mettre de la musique à moi, mais faut que je la mette très très bas, et du coup, je vais te mettre plus fort, toi. T'en fais pas, c'est mes petits trucs à moi. Ouais, ah bah, oui, c'est vrai que là, si on avait été dans un salon Discord, j'aurais pu te mettre une musique d'ambiance j'en ai certaines pour les parties de jeux de rôle, mais là, comme on en appelle direct, je peux pas t'en rajouter. Ouais, Euh, très bien. pour moi, Dune, effectivement, le premier film. Ah oui, et puis enfin, non, je finis ma phrase d'abord, et puis après, on va parler vite fait quand même du Dune de David Lynch, juste pour le fun. Euh, j'ai des très bons souvenirs de lecture de Dune, mais j'ai lu qu'une seule fois. Je suis pas revenu, mais j'ai vraiment d'excellents souvenirs de ces livres, sachant que je n'ai pas lu ceux de l'univers étendu, Brian Herbert et Anderson, avec qui il a écrit ça. Euh, et J'étais quand même pas mal. J'attendais pas mal le premier film Dune. On n'a pas dû me traîner pour que j'aille le découvrir en salle. Je vois. Et j'ai quand même. J'avais assez confiance en Denis Villeneuve, du fait de ses réalisations précédentes. Bonne annonce me semblait vraiment cool. Et j'ai vraiment passé un bon moment, mais j'ai préféré d'une deuxième partie à la première partie. Enfin, j'ai trouvé encore plus marquant, je pense. Même si j'ai pas Moi revu aussi, le hein, premier. clairement. Ouais. Clairement, En fait, moi, il y avait une question qui m'interpellait un peu. Je me disais, comment est-ce que tu peux faire mieux que le premier? Hmm. Parce que le premier, en fait, quand je suis sorti du premier, je me suis dit, c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on est en capacité d'avoir de la SF aussi ambitieuse que ça, avec un réalisateur qui est en capacité de poser sa vision artistique et que le film sorte avec un aussi gros à la fois budget, mais surtout une distribution aussi large. Tu dis, waouh, c'est cool que ce soit encore possible. Et là, tu te dis, oh, attends, il y a le deuxième qui est censé monter d'un cran. Tu dis, enfin, en fait, pour moi, il y avait deux solutions. Soit ça marchait et c'était un peu transcendant, soit le truc se cassait complètement la gueule, quoi, comme un château de cartes. Hmm. Et bon, je trouvais ça plutôt transcendant à titre personnel, Et donc voilà. en plus, il faut quand même se rappeler que Denis Villeneuve avait fait Blade Runner 2049, qui était pas forcément. Je pense qu'il était. Le film n'avait pas été rentable. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été un gros succès, mais je crois qu'il a été à peine rentabilisé par rapport à ce qu'il a coûté. Donc, qu'il a eu la confiance du studio pour Dune, etc. C'était vraiment pas gagné d'avance. Le premier, il a eu un très beau succès critique, mais il n'a pas fait des scores de ouf. Mais ça va, il a pas perdu d'argent, mais je crois qu'il a fait que. J'ai pas revérifié, mais de mémoire, que 400 ou 500 millions, je crois. 400 D'accord. peut-être. Faudrait que je vérifie. Mais je crois il est pas parce que le deuxième, il faut qu'il atteigne les 500 millions au box-office pour être neutre financièrement, je crois, pour être rentabilisé. Ouais. Mais là, c'est bon, le deuxième est beaucoup mieux parti. Il faut dire que le premier, c'était dans le gros de l'impact Covid, etc. Donc c'était très particulier. Il était sorti en même temps sur la plateforme Max en plus. Ouais. Donc Oui, c'est vrai. Ouais. c'était chaud, quoi. C'est vrai qu'en un petit temps, je me suis demandé s'ils allaient avancer avec le deuxième, mais ça m'a fait très plaisir que ce soit le cas. Effectivement, pour aller,
tu sens vraiment qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Et puis même dans les interviews, quand on lui parle des scènes coupées, et on va y revenir dans le détail du film. Quand il parle des scènes coupées, il dit que de toute façon, il n'a pas l'intention de faire comme on le voit souvent pour les films, notamment de ce type, même s'il a dû faire des choix difficiles, un peu cornéliens, et justement couper des trucs intéressants, il n'y aura pas de version, il les montre, etc. Mm. Donc il a vraiment fait le film qu'il voulait Ouais, c'est bien. de prime abord. Ouais. C'est bien parce que du coup, ça. Moi, enfin, on en a déjà souvent parlé, je déteste l'argument de non, mais ça compte pas, faut voir la version longue. Genre, Comme avec Rebel Moon, tu veux dire? bah, comme avec Rebel Moon, comme avec Napoléon, comme avec absolument, je sais pas, plein de films qui sortent ces derniers temps et qui font un peu un four. Et du coup, tout de suite, les gens sont là, genre, faut voir la version longue. Je dis, bah, un film qui se tient pas en version cinéma, c'est que quelqu'un a pas fait son boulot. Soit que le réalisateur a été trop gourmand, soit que les auteurs sont partis trop dans tous les sens, soit que voilà, pour moi ça marche pas. En fait, il faut, quand tu fais un film qui a une ambition de cinéma, ben en fait tu joues le jeu que tu dois jouer. Et c'est un jeu effectivement qui peut être complexe avec la création, avec la production, avec les coûts, avec tout ce que tu veux, mais en fait, il faut jouer avec les cartes qu'on te donne, faut pas être. Enfin, c'est le jeu auquel tu joues et auquel tu choisis de jouer. Faut pas être là en mode genre, bonjour, je suis Ridley Scott et tout ce que je sors au cinéma c'est à chier, n'hésitez pas à regarder la version longue, surtout acheter les DVD. T'es genre, bah non, voilà. Ça me. Après, Ça me tente. pour Napoléon, je crois que c'était une stratégie pour contourner la chronologie des médias et pour leur permettre ensuite de le sortir super rapidement en version beaucoup plus longue sur la plateforme, notamment en France. Et je crois que le problème se pose peut-être ailleurs, j'en sais rien. Mais... Tu vois, moi, il y avait un côté où effectivement, par exemple, sur Napoléon en particulier, moi, il y avait un truc qui me rendait fou. C'est que on te dit, et Ridley Scott l'a dit, je crois lui-même, pour apprécier le film, il faut voir la version longue absolument. Alors, ça veut dire que là, je vais payer ma place de cinéma, cher, parce que le cinéma c'est devenu un peu cher. Et en fait, ensuite, il va falloir que je paye un abonnement à Apple TV Plus pour voir le film en entier. C'est un peu comme si tu achetais une voiture, et comment on te la livrait, on te donnait la voiture, mais sans roue, sans volant, sans siège à l'intérieur, et qu'on disait, bah, désolé, il faudra payer un supplément pour ça. Bah, c'était pas le. Il faudra payer un supplément dans 6 mois pour peut-être les avoir. Et tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. La Et je pratique voyais est un passer dans peu, le chat la ouais. question des Marvel qui font référence aux séries. En fait, ça me dérange moins qu'on ait des trucs qui font référence à des séries, Ouais, des c'est pas choses, des pareil. machins, tant que ça ne repose pas dessus. Tu vois. Pour moi, c'est pas pareil, effectivement. Pour répondre aux questions aussi, de toute façon, a priori, on va pas, il y aura pas de spoil sur le Messie de Dune, et si jamais ça venait en parler, je préviendrai de toute façon. Et pour l'instant, on n'a même pas encore commencé à spoiler le film, même si clairement on va le faire. Hein. Là, ça va être plus, ça va plus être un programme, une vidéo qui va être dédiée aux personnes qui ont vu le film pour en parler plus en détail. Puisque, Sans voilà. spoil, ça se passe dans le désert. Ouf. C'est ce que vous voulez avec cette information. Et ouais. Et en 10191, mais même pas de notre calendrier à nous, 10191 après la création de la guilde spatiale. Donc c'est quand même futur. Oh, je te trouve quand même bien audacieux sur tes spoils aujourd'hui. Truc de fou. Et sur le oui, avant d'oublier, ouais, sur le film de David Lynch, je sais pas si tu en penses quelque chose, si ça t'avait marqué ou pas. Alors pareil, tu vois, je l'ai vu il y a très longtemps, quand j'étais ado. Et moi, c'est marrant parce que autant j'aime beaucoup l'histoire, c'est mon métier, etc. Mais le kitsch comment dirais-je, ça me repousse un peu. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir des vieux films, parce que, notamment de SF, Ouais. parce que un truc qui est kitsch, soit parce qu'il a vieilli, soit parce que c'est volontaire, parce qu'il y a toute une mode actuelle du kitsch et tout ça, moi ça me... Je sais pas comment dire, mais ça me fait un peu peur. Ça me met mal à l'aise. Et je n'arrive pas du tout à rentrer dans le truc parce que je ne vois que le mauvais goût et les ficelles et les trucs, et c'est très difficile pour moi. Donc en fait, je l'ai vu il y a longtemps quand j'étais ado, c'est-à-dire au moment où il est commencé à devenir kitsch, mais pas encore trop. Et je l'ai pas revu depuis parce que il y a quelques extraits que je connais. Chaque fois, je suis là genre, ah non, je vais pas regarder ça. Je vais me faire du mal. Moi, j'avais un bon. J'avais plutôt apprécié le Lynch de. Ouais.
le Dune de Lynch, n'est pas l'inverse. Et après, ouais, c'est vrai, c'est très différent, mais il essaie de faire entrer plus d'éléments dans moins de temps. Au final, il y a quand même, Mm. on voit un peu de la guilde spatiale, on voit un peu de ceci et de cela. Il y a des gens, parmi les quelques-uns qui n'ont pas apprécié le ou les films de Villeneuve, parce que certains n'ont pas du tout aimé le premier, ont accroché au deuxième d'ailleurs. Il y a cet argument qui revient. Lynch a réussi à mettre plus d'éléments, d'être plus proche, plus fidèle au livre. Enfin, ça se discute, mais plus fidèle au livre en moins de temps, etc., etc. Mais ouais, pour moi, c'est vrai que c'est deux approches très différentes. Et puis esthétiquement, voilà, oui, forcément, c'est très daté. Mais moi, j'étais super content de voir cette nouvelle version. D'autant plus que là, ça sent bon en termes de box-office, tout ça. Donc, de toute évidence, même vu que Villeneuve est motivé, on sait qu'il a déjà commencé à travailler sur un script. Et Warner a dit en gros, ouais, c'est une priorité pour nous. D'aller vers le troisième, donc on aura le Messie de Dune, ce qui va vraiment être c'est une vision à compléter. On sent bien que bon, c'est un peu le truc qui revient tout le temps, un peu tarte à la crème de celui-ci. C'est un peu comme les deux tours du Seigneur des Anneaux. Je sais pas ce qu'on peut en dire de ça, mais on voit qu'effectivement, la fin laisse clairement entendre qu'il y a des choses importantes à venir, et ça ferait une chouette trilogie. Sachant que, encore une fois, je le redis au cas où s'il y a des gens qui se posent la question, mais Denis Villeneuve a clairement dit qu'il ferait pas de quatrième. Donc, si ça allait vers les enfants de Dune, etc., lui, il pourrait éventuellement servir de consultant, mais il se lancerait pas dans la réalisation. Je pense qu'il y a une question aussi peut-être de nombre d'années de ta vie que tu as envie que tu es prêt à consacrer à telle ou telle adaptation. Donc, c'est compliqué de faire des adaptations, tu vois, sur cette question. C'est une question qui m'a toujours un peu obsédé. C'est quoi une bonne adaptation? Tellement de réponses possibles à ça. Ouais. Parce que quand on lit ou qu'on voit une œuvre, on retient pas tous la même chose. On met pas tous l'accent sur la même chose en termes d'importance. On a des interprétations qui sont différentes. On va ressentir les choses différemment. Et tu prends deux fans absolus du Seigneur des Anneaux. J'ai un de mes meilleurs amis qui est vraiment aussi fan que moi. Lui a détesté les films parce qu'il trouve que c'est les pires adaptations possibles, alors que moi je trouve que c'était les meilleures possibles. Et en fait, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins fan que l'autre, ou il y en a un qui est hardcore ou pas, machin. C'est juste qu'en fait, on n'a pas vécu les livres et de la même manière. Et je pense que c'est ça qui est intéressant c'est ce que tu disais à l'instant, les choix d'adaptation entre David Lynch et Denis Villeneuve, qui sont quand même des cinéastes reconnus pour leur travail, notamment artistique. C'est des gens qui ont fait des... Je suis même pas sûr qu'ils aient fait des commandes, mais ils sont pas connus pour leurs films de commande très classiques. Ils ont une vision artistique, ils ont une vision des choses, ils ont machin, et donc en fait leur adaptation est un choix, je pense, mûrement réfléchi vis-à-vis de leurs propres émotions de l'œuvre originale, vis-à-vis de comment est-ce qu'ils ont voulu aborder ça, etc. etc. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, tiens, en fait t'as des visions qui sont différentes, et c'est normal, et après c'est normal qu'il y ait des gens qui n'accrochent pas à cette vision parce que eux-mêmes avaient une autre vision, etc. Mais si on peut rappeler aussi, parce que je suppose que des gens le souligneront si j'en parle pas, que Lynch n'est pas satisfait du film Dune qui est sorti, qu'il voulait faire plus de choses, je crois plus long, etc. Que c'était extrêmement difficile, hein. C'est une expérience très délicate, et il a renié ce film pendant un certain temps. Je sais pas exactement où il en est maintenant. Mais ouais, c'était une question un peu douloureuse pour lui. En tout cas, il avait bien compris, il connaissait très bien l'œuvre, Lynch, et il avait certains éléments qu'il avait voulu mettre, qu'il n'avait pas pu, mais qui font référence à des choses qu'on voit plus tard aussi. Pour réagir un peu à ce qui se raconte dans le chat, effectivement, Onyx Fen, soit tu fais bien de souligner que ça a du sens, hein, de faire les 3 premiers livres, parce que c'est vrai que c'est vraiment la vie de Paul Atreides, donc ouais, il y a quand même une unité de personnage principal, du moins. Ouais, d'aller jusqu'au bout de ce qui est présenté comme Paul en tant que sauveur messianique, et ce que ça signifie vraiment, jusqu'où ça va, ce qui est encore plus exploré dans le 3e film potentiellement, et dans le 2e livre en l'occurrence. Parce que là, les 2 premiers films, c'est Dune, et le 3e, ce serait le Messie de Dune, parce que je dise pas de bêtises. Donc c'est vrai, les 2 premiers livres en 3 films. Et
Après, oui, c'est vrai que ben, on va en parler, on va arriver dans les spoilers, hein, de toute façon. Myriel et 68 qui dit les choix de Villeneuve s'éloignent du livre, et donc hâte de voir où il va aller dans le 3, oui, parce qu'il y a certains éléments, on peut se demander à quel point il va recoller à l'histoire, ou il va encore plus s'en éloigner. Est-ce qu'il y aura un effet papillon avec certains choix scénaristiques qu'il a fait? Je repasse La encore question. quelques... Toujours un peu la question d'adaptation, c'est qu'est-ce que tu enlèves, qu'est-ce que tu ajoutes pour Ouais. faire du lion là où tu as enlevé un truc. Mm. Et justement, c'est ça qui est intéressant, on parle du Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux est un excellent exemple de ça, c'est quels ont été les choix de on enlève des trucs et on en remet. Et c'est tellement dur à trouver comme équilibre, je pense que c'est vraiment... Mm. Surtout si les gars, et je pense que c'est le cas, hein, parce que tu décides pas d'adapter une œuvre culte sans être un minimum fan toi-même, je pense, C'est sûr. du moins volontairement. Et je pense que quand tu te retrouves face à ça, t'as un bouquin entre les mains, tu connais déjà éventuellement par cœur, c'est quoi le... ça doit pas être super facile pour de se dire comment est-ce que je réécris ça, comment est-ce que je réécris un truc qui est déjà considéré comme culte et entre guillemets parfait. Je pense que en tant que réalisateur, il doit y avoir, enfin réalisateur slash auteur, il doit y avoir vraiment un moment où tu t'assois face à ça et tu te dis bon, eh ben, allons-y. Ouais, ça... Ça doit faire des choix rudes. Dans le cas de Denis Villeneuve, on sait que c'était un peu un de ses ou son, je sais pas, livre de chevet, livre favori, tout ça, Dune. Mhm. Donc pour lui, c'était un rêve. Je crois que c'était enfin, toute évidence, vu qu'on est d'accord sur la qualité du film, des films, c'est vraiment un excellent choix pour cette adaptation. Et pour remonter un peu sur tu évoquais bah, forcément les différentes façons dont les gens vont apprécier telle adaptation ou même telle œuvre. Là, je me souviens qu'il y a quelques minutes, quelqu'un dans le chat disait qu'il ou elle avait beaucoup apprécié les livres de l'univers étendu par le fils de Frank Herbert, Brian Herbert. Alors, et là, il y a une grosse division dans le lectorat de Dune entre ceux qui apprécient ou ceux qui détestent farouchement cet univers étendu, ces propositions différentes. Et pour ce qui est de Villeneuve, ce qu'on peut dire, c'est que en tout cas, il a été adoubé pour ce que ça vaut. Certains diront que ça ne vaut rien par le fils de donc Brian Herbert, qui a dit que c'était la meilleure adaptation qui existait jusqu'à présent. Et je pense qu'il a quand même très bien saisi l'esprit des livres, même il va laisser plus de détails de côté par rapport à Lynch, peut-être. Mais ne serait-ce que dans le traitement de l'action, parce qu'il y a une critique récurrente, parce que je vais m'amuser un petit peu ce soir à peut-être à me faire l'avocat du diable, parce qu'on a tous les deux beaucoup aimé le film, donc on pourra en dire tout le bien qu'on veut, mais j'ai essayé de faire un listing de toutes les critiques que j'ai vues, en tout cas les plus répandues sur d'une deuxième partie. Et parmi celles-là, il y a le fait que la bataille de fin est... je crois qu'on peut dire qu'on va annoncer qu'on va arriver dans les spoilers relatifs au film, même si là je vais rester vague dans les termes, mais que la bataille de fin elle peut être un peu décevante parce qu'elle se déroule très rapidement, à vrai dire, et qu'on n'a pas c'est pas le gouffre de Helm qui va prendre, tu vois, qui va durer super longtemps avec plein de combats épiques et tout. C'est épique, mais c'est vrai que ça va très très vite, quoi. Moi, ça me dérange pas parce que j'y vois vraiment, et je pense que symboliquement, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. J'y vois un effet d'inversion par rapport à la bataille du 1, où au final, les Harkonnen prennent le contrôle de Dune, où ça va très très vite aussi, ça se fait en une nuit, enfin, les Harkonnen avec les... Sardaukar. Les Les Sardaukar. Sardaukar, merci. Qui ont l'air juste imbutables, qui sont comme une marée que tu peux pas arrêter, etc. Et là, t'as vraiment cet effet d'inversion. Et t'as ce plan qu'on voit très bien dans la bande-annonce d'ailleurs, où t'as les Sardaukar qui, jusqu'à présent, avaient été montrés un peu comme trop forts et imbutables, qui se retrouvent face au verre en mode genre, c'est gênant, on va passer un mauvais moment. Et je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'inversion quasi miroir, où chacun utilise ses armes, mais elles sont montrées de la même manière. Et moi, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, d'autant plus que il y a en fait, il y a une espèce de... J'accorde beaucoup d'importance au rythme d'un film. Dire la manière avec laquelle il arrive à dérouler ce qu'il a à dire, la manière dont il a à le dire, et à varier les vitesses en cas de besoin. Et justement, je trouve que tout amène à ça. C'est-à-dire que tu sens bien que c'est une espèce d'énorme machine, tout du long, qui est un peu grippée par les sables du désert, n'est-ce pas? Et qu'en fait, tu sens bien qu'il y a un truc qui bloque tout.
Et que si ce truc se débloque, donc ça dépend comment les gens le voient, puisque évidemment tu as Paul d'un côté, ceux qui y croient de l'autre, voilà, tu as plein de manières d'aborder cet élément qui bloque, mais dès que cet élément ne bloque plus, là tout de suite les choses vont très vite. Et c'est en fait c'est ce truc qui est en tension, en tension, en tension, en tension, en tension, et tout d'un coup, paf, l'élément qui bloque débloque. Et c'est là qu'en fait, ça, par nature, les choses vont plus vite. Et ça m'a pas du tout, gêné. Du Hmm. coup. Effectivement, pour que ce soit bien clair hein, dans mon discours, je soulignais ce point parce que, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, effectivement, Frank Herbert n'était pas fan des longues descriptions de scènes d'action. Contrairement justement au roman étendu de son fils, où l'action a beaucoup plus de place en nombre de pages, etc. Et là, là, de ce point de vue, je trouve que c'est super fidèle à l'esprit des livres, en tout cas. Ce que tu dis, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, une fois que les choses sont lancées, c'est parce que tout le suspense du film, c'est à quel point il va vraiment y aller, accepter les conséquences de ce sur quoi il s'engage. Une fois que c'est lancé, voilà, Inarrêtable. c'est un raz-de-marée, quoi, effectivement. Mm. Et du coup, ça a vachement de sens. Pour moi, tu vois, et pourtant, Dieu sait si je regarde des trucs historiques et donc des batailles, j'en vois. Tu peux avoir une bataille qui est quasiment pas montrée, du moment que tout ce qu'il y a autour est bien amené. Une bataille, c'est juste un point clé. Qu'elle dure la moitié du film ou qu'elle dure 2 minutes, c'est pas très grave en réalité. Et le plus important, c'est de savoir comment tu l'amènes, pourquoi tu l'amènes, c'est quoi le sens derrière, etc. etc. Mm. Et je trouve que le film, celui-ci, enfin, en tout cas le premier était très contemplatif, c'était très bien, c'était très bien fait. Celui-ci a beaucoup plus de scènes d'action et je trouve que, enfin moi je me suis pas senti frustré à la fin en mode genre j'aurais voulu en voir plus parce qu'il y a quand même régulièrement dans le premier il y a effectivement la prise de Dune et un peu de combat au couteau très cool parce qu'il est très bien fait. Dans le 2, on en prend quand même, enfin en termes d'action, c'est une scène sur deux quoi, donc c'est Ouais, quand même vachement c'est ce plus que j'allais dire. Le film est. défendu. Alors, moi, j'en aurais voulu encore plus, mais je pense pas que le film soit trop court, mais je me suis jamais ennuyé un instant. Et effectivement, le rythme est excellent. Et on manque pas de scènes d'action. Et c'est peut-être voilà, la déception de certains, c'est la place juste en nombre, en minutage de la bataille finale par rapport à d'autres scènes d'action, comme la scène de l'attaque de la moissonneuse, qui au final est peut-être plus longue que, C'est très bien, qui est peut-être plus longue que la bataille finale. Ce qui serait que c'est assez amusant. c'est pas impossible. Mm. Euh, un peu frustré de ne pas avoir pu observer davantage la puissance des Sardaukar. Effectivement, là, tout le truc, c'est de montrer que toute la puissance des Sardaukar est annihilée par le plan, un peu, les circonstances qui rendent la victoire de Paul et des Fremen comme une évidence absolue. Quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. Il y a un côté inéluctable. Il y a un côté inéluctable. à la fois inéluctable et force de la nature, à travers les vers, à travers le désert et tout ça, où les Fremen ont su s'adapter justement. Donc il y a un côté inéluctable, et d'un côté on a des hommes qui sont certes très forts mais qui ne sont que des hommes, et de l'autre on a l'inéluctabilité de la nature et de la puissance de Dune en tant qu'entité planétaire, d'une certaine manière. Et donc en fait, les Sardaukar n'ont plus aucun sens à ce moment-là. C'est juste des hommes face à l'inéluctabilité Du destin en marche, ou en tout du cas. destin en marche, exactement. Après, J'ai revu Civil War il y a pas très, enfin pas Civil War, j'ai revu Endgame il y a pas très longtemps. Et du coup, la question de l'inéluctabilité me reste très en tête. j'en profite puisqu'on parle un peu des Sardaukar. Parmi les choses qui ne sont pas représentées dans les adaptations de Villeneuve, il y a ce qu'en VO Frank Herbert appelait le Werding Way, qui est traduit en français par l'art étrange, et qui définit l'art du combat au corps à corps, notamment développé par le Bene Gesserit, mais que Paul maîtrise bien sûr puisqu'il a été initié par sa mère Jessica, et que dans les livres il va enseigner aux Fremen, qui sont déjà des gens très endurcis, d'excellents combattants de guérilla, etc. Mais en plus il leur enseigne l'art étrange, ce qui va encore plus expliquer pourquoi ils vont prendre le dessus sur les grands soldats d'élite de l'Empire, les Sardaukar, qui sont quand même voilà, qui sont créés, enfin qui sont nés depuis leur naissance, ils sont destinés à devenir les combattants d'élite. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer qu'ils puissent
même en un contre un, prendre le dessus parfois entre un Fremen et un Sardaukar. Donc ça, on peut éventuellement le regretter. Après, voilà. Et là, encore une fois, je me répète, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je sais que dans ma critique, j'ai beaucoup insisté sur les points positifs parce que pour moi, c'est un énorme. Enfin voilà, il y a énormément de positifs et j'ai quasiment rien de négatif à dire, mais en allant chercher la petite bête, c'est cet arrêt étrange. Dans les romans, il est aussi utilisé, si je dis pas de bêtises, dans le duel de Canly, le duel au couteau entre Feyd-Rautha et Paul. Et là, on voit juste une chouette chorégraphie. Après, ça aurait impliqué de vraiment réfléchir à quoi ressemble cet arrêt étrange, sachant que concrètement, pour rappel, c'est une telle maîtrise du corps, etc., avec l'entraînement Prana Bindu, là, je sais plus, des Bene Gesserit, qui permet de se déplacer presque instantanément, ou c'est l'impression que l'adversaire a en tout cas, se déplacer instantanément d'un point à un autre, et ça donne l'impression à l'adversaire que celui qui maîtrise l'art étrange se téléporte presque autour de lui et devient impossible à contrer. Et je sais Ah, pas non, si... non, bon, Non, mais dis-moi justement, ça- qu'est-ce que tu as à dire en là-dessus? fait, moi, ça me dérange pas. En fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai la vision de quelqu'un qui n'a pas la description d'origine, et donc je vais répondre à ce que toi, la manière dont toi tu l'as décrit. C'est rigolo. Euh, En fait, alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que euh, je pense que c'était pas grave de le mettre et de renforcer d'un autre côté le lien des Fremen et notamment du combat, du style de combat des Fremen avec l'environnement, parce que finalement c'est un peu ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, le côté l'environnement et la planète, le sang de la planète qui détruit, enfin qui est plus fort que tout de toute manière. Et le style de combat utilisé par les Fremen est quand même extrêmement spécial dans le film. Et t'as effectivement ce côté très presque insaisissable en fait. Et la manière dont tu décris l'art étrange. Je suis là genre, bah, c'est vrai que c'est jamais dit comme ça, mais quand tu les vois sauter sur les gars, faire des trucs, partir de l'autre côté, etc., etc., t'as des techniques, c'est des techniques martiales qui sont mixtes, mais où j'ai vu plusieurs arts martiaux de ça qui sont hyper intéressants, mais où justement t'as ce truc-là déjà de travailler au couteau, ce qui veut dire très proche des gens, et avec cette notion de Ah, jamais là où on l'attend, c'est-à-dire qu'ils font jamais ouais. vraiment face à l'adversaire. Donc quand ça arrive, ils changent de côté, il y a toujours un truc comme ça, c'est hyper intéressant. L'imprévisibilité du mouvement, c'est vrai Ouais, qu'on c'est ça. retrouve, et c'est vrai que ça aurait peut-être pu être intéressant qu'il montre, mais je sais pas, il voulait peut-être pas en faire trop en plus. Peut-être que Denis Villeneuve a voulu éviter le côté en plus, Paul va les rendre plus forts parce qu'en gros il est encore plus fort que tout le monde et les entraîner au combat. Mais ceci dit, voilà, c'est vraiment comme un des éléments importants. Les Bene Gesserit c'est l'ordre à pousser la maîtrise du corps et de l'esprit à un paroxysme, et elles sont objectivement au-dessus de quasiment tous les autres humains en termes de maîtrise et ce genre de choses. Donc ça avait quand même du sens dans le respect de l'univers de montrer ça. Mais bon, c'est vrai que, comme tu le dis, visuellement, on n'en est pas trop loin en termes d'effets. Euh, je disais que le film, pour moi, aurait pu être plus long, et ça m'a un peu fait mal au cœur quand j'ai appris que Denis Villeneuve, a priori, il a tourné les scènes avec le Manta Tufirawat. Je vais retrouver l'image voilà, pour que vous l'ayez en tête, savoir de qui je parle, a priori. Voilà, ce personnage, Tufirawat, le Manta première partie, qui est le Manta de la maison Atreides, parce que dans les livres, volontairement, il travaille pour la maison Harkonnen. Lui, dans les livres, il est convaincu que tous les Atreides sont morts. Il n'a pas du tout conscience que Paul ou Jessica ont survécu. Et il se met au service du baron Harkonnen, mais pour mener des manigances au sein de la maison Harkonnen et monter le neveu contre l'oncle, donc Feyd-Rautha contre Vladimir et inversement. Et apparemment, voilà, il y a des scènes qui ont été tournées, mais Villeneuve a estimé que ça donnait un film trop long et ça a été coupé. Et de ses propres dires, c'était ce qui lui a plus crevé le cœur, en fait, de faire disparaître ce personnage. Et d'ailleurs, c'est vrai que le film ne mentionne plus jamais tout ce qui est Manta, explique très peu les enjeux autour de l'épice.
on y reviendra plus tard aussi, mais ne parle pas de la guilde spatiale. Mais ne serait-ce que pour rester sur le côté Manta, jamais on ne rappelle que Paul a aussi un entraînement de Manta qui va lui être utile dans. Mais après, ça, peut-être, voilà, ce sont des observations plus de fans de l'univers, des livres, et qui vont voilà, regretter telle ou telle absence. Je sais pas si toi, moi, c'est de ne pas avoir revu ce personnage, ça m'a sur le coup, pendant le film, ça a été, mais juste quand je suis sorti, je me disais, ah ouais, c'est dommage de pas l'avoir revu, quoi. Ouais, j'avoue que je pense que j'ai tout simplement plus assez le premier en tête j'avais plus assez le premier en tête pour, pour que le personnage m'ait manqué. Hmm. Euh, Ce qui, une part de moi, un peu, voilà, dirait, bah en fait, euh, du coup, le fait de l'avoir coupé était une bonne idée, c'est que visiblement c'était secondaire, enfin, en tout cas à mes yeux, c'était secondaire. Et vraiment, j'étais. Mais je suis comme toi, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, on en a parlé de son bout de 3 heures, je me disais, c'est quand même, le film dure 3 heures, mais là, j'aurais bien pris une petite demi-heure de plus, là, juste pour le plaisir. Et je crois, moi, je me souviens même que au bout des 2 tiers du film, à vue de nez, j'ai commencé à avoir un truc que j'ai pas eu souvent dans ma vie, mais pas une peur, ni une angoisse non plus, ce serait trop fort, mais un peu la crainte de se dire, genre, ah, ça va s'arrêter maintenant. À chaque fois qu'il y Hmm. avait un truc un peu maintenant, je me dis, ah non, ça va s'arrêter maintenant, j'ai pas envie. Et c'est comme, ah non, non, faut pas que ça Ouais, s'arrête ça là. c'est, je vois ce que tu veux dire, c'est super bon signe. Il faudrait alors, Ah ouais, pour, ça m'arrive pas souvent. c'est, alors il fait 2h46 et tu vois, s'il avait rajouté une demi-heure, il aurait fait 3h15. Après, en termes d'exploitation, ça devient compliqué quand les films font plus de 3 heures. Ouais, Mais moi, j'aurais été ultra preneur de 15 ou 30 minutes de plus, hein. Mais bon, ouais. il a fait comme il jugeait bon, voilà. Mais c'est sûr que voilà, c'est l'absence de Tufirawat, et je vois aussi, je réagis à ce que je vois dans le chat, Gurney Halleck. Alors on le voit jouer un peu je crois que ça s'appelle la balisette, je sais plus. Donc voilà, il compose un peu quand il est en train d'arriver au début de la scène de moissonneuse avec son équipe de braconniers en quelque sorte, enfin, de mercenaires moissonneurs. Mais quand même, il va essentiellement servir de ressort scénaristique pour introduire les atomiques, je trouve, et on voit peu de choses sur lui. Et ce que je regrette le plus par rapport à Gurney Halleck, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction entre lui et Dame Jessica. Et parce que quand même, il y a une histoire entre eux, il y a quelque chose, et je sais pas comment ce sera abordé dans la suite, mais il y a un petit. Enfin voilà quoi, ils sont loin d'être des étrangers, ils se sont fréquentés pendant longtemps, etc. Et il y a que des scènes entre Gurney et Paul. Je sais pas si toi ça t'a. Ça m'a choqué, je te t'avoue. Hmm. En fait, en fait, on en revient toujours un peu à la même chose, tu vois, c'est la notion d'adaptation et pourquoi on adapte les choses comme ça. Et tout. Tu disais un truc tout à l'heure qui est intéressant parce que c'est ce que je dis moi, c'est parce que je me retrouve moi confronté très très souvent à ça dans mon boulot, c'est comment on adapte l'histoire. Parce que c'est la même chose, c'est est-ce qu'on adapte à la lettre, est-ce qu'on adapte à l'esprit, ou est-ce qu'on considère qu'on s'en fout. Hmm. Et c'est intéressant, moi je défends corps et âme l'idée d'adapter à l'esprit. Parce qu'adapter à la lettre, en réalité, ça n'a pas de sens. Adapter, on s'en fout, bah, du coup, c'est une bonne adaptation et ça induit les gens en erreur. Et je trouve que c'est une bonne idée d'adapter à l'esprit. Et à ce moment-là, t'as pas le choix. Il y a des trucs qu'il faut enlever, il y a des trucs qu'il faut légèrement modifier et tout ça, mais il faut savoir qu'est-ce qui trahit l'esprit de l'œuvre, qu'est-ce qui ne la trahit pas. Et ça, c'est pas un truc qui est facile à faire. Mais je pense que la vraie question quand t'es fan d'un truc comme ça, c'est de se dire ok, ça, moi je suis un peu. Exemple encore une fois du Seigneur des Anneaux. L'exemple classique, c'est mince, c'est dommage de pas avoir Tom Bombadil. D'un autre côté, si tu dois enlever des trucs dans le Seigneur des Anneaux, le plus facile à enlever, c'est Tom Bombadil. Ouais, Parce que tu clairement, peux, bah tu oui. peux complètement le décorréler du reste. Et lui-même, de toute façon, dans l'univers, est déjà à part. Et à tout point de vue, ça a du sens. Et je trouve ça intéressant de le garder un peu en tant qu'entité qui n'est pas claire. Hmm. Et en fait, c'est toujours un choix, c'est s'adapter à l'esprit. Et c'est un choix qui est aussi développé dans ce grand tourbillon de posture qui est VF ou VO. Je trouve toujours ça intéressant de voir la différence entre les doubleurs de VFQ, c'est-à-dire de version québécoise, et les doubleurs de VFF, version française, où il n'y a pas du tout la même façon de faire les traductions, où les Québécois ont tendance à faire des traductions très littérales, alors que nous, on fait des traductions de sens.
C'est pour ça que les VF sont considérés comme parmi les meilleurs du monde en termes de traduction. Parce qu'en fait, ça a du sens et c'est un travail qui est très très difficile. Hmm. Et je pense que les adaptations, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le sens d'une adaptation, c'est ça. C'est d'arriver à se dire c'est quoi l'esprit. Et c'est vrai que bah, du coup, un Denis Villeneuve qui est ultra fan de Dune à la base, je pense que c'est le premier, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est le premier à regretter des trucs, à dire genre, ah, mais il n'y a pas ce personnage-là, alors qu'en Hmm. fait il est trop bien, il n'y a pas ce truc-là, en fait c'est trop bien, mais en fait c'est peut-être le mieux placé pour savoir qu'est-ce qui était le sens profond à garder, les choses qu'on pouvait enlever ou légèrement adapter, tout ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je disais, ça doit être tellement dur à faire en fait comme travail, je suis un peu admiratif quand j'y pense. Hmm. En termes de scènes coupées, pour rappel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vois que ça en a discuté encore un peu dans le chat. Clairement, Denis Villeneuve n'a pas l'intention de sortir de version longue, tout ça. On lui a déjà posé la question, il n'a pas l'intention de montrer les scènes coupées qui ont pour lui, une scène coupée, elle n'est pas destinée à être montrée par la suite. Et il y en a notamment une, et on ne sait pas, c'est complètement mystérieux, on ne sait pas quel rôle il pouvait jouer, mais il y en a une avec l'acteur Tim Blake Nelson, qui est un excellent acteur et à qui ça a fait très très mal, ça a fait saigner son petit cœur. Je vais vous trouver, hop, euh, voilà, Tim Blake Nelson qu'on a pu voir dans, par exemple, la série Watchmen, que je vous recommande chaudement. On l'a vu dans plein de choses, hein. Et il y a une critique qui revient souvent pour, dans la section commentaires de mes vidéos, par exemple, c'est le fait que Stilgar soit un peu un comic relief, un ressort comique dans on va dire, voilà, la naissance de son fanatisme, sa foi religieuse envers Paul qui devient de plus en plus puissante et écrasante. Et le fait que ce soit utilisé un petit peu en comic relief. Et il y a des mèmes assez rigolos à ce sujet, c'est pour ça que vous l'avez peut-être vu passer. Des mèmes assez rigolos comme ça, avec dès que Paul va faire un truc, de Stilgar qui Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib qui veut dire, pour rappel, la voix d'un autre monde, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs traductions, mais. Et ce même-là aussi, c'est voilà, Paul qui fait boobies sur les calculatrices à l'envers. Ah Lisan al-Gaib. C'est drôle. Et, C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Justement, c'est la place de l'humour dans les trucs sérieux. hmm, C'est-à-dire, c'est un truc évidemment au centre de l'écriture du MCU depuis longtemps, mais aussi de l'univers de Warhammer 40 000. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question. C'est-à-dire que c'est marrant parce que les gens qui produisent l'univers de Warhammer 40 000, Games Workshop, ils n'ont pas du tout la même approche de l'univers selon les formats. Et voilà. Si tu lis certains trucs, tu te dis ah non mais il y a aucun espoir, c'est mort, tout le monde est dépressif, tout le monde va mourir, il y a rien du tout, c'est fini. hmm, Et en fait quand tu lis les romans où c'est juste les fantômes de Gaunt pour ceux qui connaissent, c'est un régiment à la con de soldats humains, tout ce qu'il y a de plus basique, qui peuvent mourir mais vraiment en claquant des doigts. Et l'auteur ne se prive pas pour le faire, y compris des personnages ultra principaux. Et en fait, tu te dis, comment est-ce que tu arrives à insérer un peu d'humour là-dedans? Parce qu'en fait, l'humour, c'est aussi, c'est profondément humain. Et c'est un truc que tu vois beaucoup, pour les gens qui ont fréquenté des médecins. Tu te retrouves en soirée avec des médecins, ils vont avoir un humour où sur le ouais. moment, t'es là en mode genre, wow, c'est chaud. Et pareil avec des soldats, pareil avec plein de gens comme ça et tout. Et en fait, il y a toujours cet humour qui revient et qui a l'air toujours déplacé pour quelqu'un d'extérieur. Et au final, quand tu regardes le MCU, il y a ce truc-là, et du coup, j'en ai re-regardé plein récemment. Notamment des plus anciens, je suis fan de Captain America, comme je disais, du coup, j'ai tout regardé encore. Bah ouais, bah Et donc, fatalement, des plus récents. on est d'accord là-dessus. Non, mais le First Avenger, à chaque fois, je l'ai vu, c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Chaque fois que je le revois, je me dis, non, mais là, on est à un niveau. Bref. Les gens peuvent se retrouver dans des situations complètement déplorables et sortir une blague parce qu'ils ont besoin de sortir une blague. C'est une manière de sortir de la pression, c'est une manière de rassurer les gens derrière eux, c'est une manière de montrer qu'ils sont au-dessus. Il y a plein de raisons pour lesquelles sortir une blague.
Et plus ça va, et plus je me dis, alors faut pas en faire des caisses comme sur les derniers Marvel, où là tu dis genre, oh, les gars, arrêtez, là, ça a plus de sens. Enfin, sur certains en tout cas, pas tous. Et en fait, c'est pas facile à faire, en fait. C'est pas facile à faire, t'es obligé, je pense que t'es obligé d'intégrer cette notion de second degré pour avoir quelque chose d'assez humain. Mais pour autant, la frontière, elle est mince. Et moi, j'ai trouvé que justement, ce personnage, on était à la frontière, tu vois. Hmm. La frontière de, ok, c'est un personnage que tu vois quand même très déterminé, très croyant profondément, très, voilà, dans son personnage, vraiment, à tout point de vue, mais qui, de temps en temps, a cet effet un petit peu comique, parce que c'est dans son caractère. Et c'est là où je me dis, c'est pas forcément un signe de mauvaise écriture, c'est un signe de ben, en fait, tu peux pas avoir un univers où personne ne fait de blagues. Ça n'existe pas dans la réalité. Et quand tu vois, mais il suffit juste de voir la communication internationale des Ukrainiens actuellement, qui sont pourtant au fin fond de la guerre. Et les mecs, moi, j'allais pas dire que ça me régale, mais c'est vraiment, les gars sont capables d'un humour où tu dis, mais et c'est presque par moments du comique de répétition, tellement ils en font des caisses sur le même truc, parce que en fait, ça stimule la sympathie des gens, Hmm. ça détend et ça motive les gens autour d'eux. Il y a un effet de communauté qui se crée, etc., etc. Et je trouve que ce personnage incarne bien cet effet-là. Après, ben voilà, comme je dis, moi, je suis pas pour que des films un peu graves comme ça ne puissent pas avoir un peu d'humour. La grande difficulté, c'est d'arriver à récupérer le truc derrière. On en a déjà parlé sur je sais plus quel film qu'on a vu ensemble. C'est de se dire genre, ok, le personnage est drôle, le personnage fait une vanne, on rigole un petit peu, ou on sourit, ou machin, ou quoi. Ok, comment est-ce que tu récupères l'intrigue Hmm. derrière qui est un peu sombre. Et je trouve que le film le fait bien, et à partir du moment où ça c'est bien fait, bah le reste ça passe quoi. Ouais, ouais, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Et c'est un équilibre extrêmement délicat à trouver, en tout cas. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il est sur le fil. Et le fait, en l'occurrence, lui, c'est pas on rit de lui, on rit pas avec lui parce qu'il fait pas. Oui. Tu vois, c'est pas lui qui fait des blagues ou fait de l'humour. Là, c'est vraiment. Il est Oh, il y a deux, trois passages quand même où il est drôle, enfin où il fait des blagues, des trucs un peu second degré. Oui, enfin, dans le premier film, carrément. Dans le deuxième, ça doit un peu arriver de temps en temps aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, spécifiquement sur le côté, quand il est admiratif, quand il voit des signes à chaque fois, voilà, Mhm. qu'il va interpréter telle ou telle chose que va faire Paul comme un signe que c'est bien lui, Muad'Dib, le sauveur, Lisan al-Gaïb, tout ça. Euh, c'est, euh, mais c'est une trajectoire aussi intéressante parce que Stilgar, c'est un des personnages ultra importants dans les livres sur le cheminement du fanatisme et de la façon dans laquelle on va tomber dedans et éventuellement peut-être en sortir. Donc c'est pas inintéressant d'avoir cette vision du personnage, et même carrément ça pose des bases intéressantes pour le troisième film, clairement, je crois. Ah, puis c'est de l'autoconfirmation permanente. T'as des Mhm. gens qui sont comme ça, enfin moi j'en ai déjà croisé plus d'une fois, des gens très, très croyants qui voient des signes partout. Ouais. Et faut pas oublier que, ça c'est un petit côté à moi qui ressort, mais faut pas oublier que les sociétés anciennes étaient construites comme ça, hein. Ça veut dire que à l'époque antique, les Gaulois, les Romains, les Égyptiens, Ouais, tout ça, les signes. c'est un enfer à quel point tout est un signe. C'est-à-dire que j'ai lu des thèses entières sur à quel doigt porter une bague, dans quelles circonstances, quel type de bague et quelle signification ça a vis-à-vis des dieux. Mais t'es là, Hmm. oh, on va peut-être se détendre. En fait, c'est tout comme ça. C'est-à-dire que nous, on fait des vannes en mode genre, ah, un chat noir, machin. Mais eux, c'était tout. C'est-à-dire que, tiens, ce matin, je me suis levé du pied gauche, du pied droit, mon genou a cogné la porte, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et c'est pour ça que ça me choque pas quand tu mets en place une société un peu tribale, avec des croyances très établies, une prophétie qui est un peu à l'avenir, avec des gens très croyants, etc. Que tu mettes en place des gens qui sont profondément spirituels, entre guillemets, et qui voient des signes partout. Je trouve ça assez cohérent, au final. Oui, en termes de petites. Enfin, c'est des vraiment petites différences, mais dans le livre, plus que dans le film, plus que dans le livre, il évoquait une nette distinction entre les Fremen du Nord et du Sud, avec ceux du Sud qui seraient plus fanatiques, plus prompts voilà, au déchaînement de guerre religieuse que va déclencher ensuite Paul finalement. Je crois que c'est pas inintéressant comme petite, c'est une légère modification, mais c'est vraiment pour souligner
pour mettre les graines éventuellement de rapports différents que les Fremen pourront avoir avec ce pouvoir, avec Paul, avec cette figure messianique. Et là, dès ce film-là, c'est bien présent, très clairement au travers du personnage de Shani et de sa meilleure amie, dont j'ai complètement oublié de revérifier le prénom que j'ai pas en tête, mais qui sont ultra sceptiques. Le seul point qui m'a un peu, où j'ai trouvé la critique est un peu légitime pour rester sur cette thématique, c'est que ça va un peu faire passer les Bene Gesserit pour moins subtils qu'elles ne le sont, de montrer qu'un personnage comme Shani, qui est le porte-parole de ce point de vue, va dire clairement et avoir conscience clairement que ses croyances ont été enracinées chez les Fremen par les Bene Gesserit, par la Missionaria Protectiva. Parce que en théorie, c'est un truc qui se fait vraiment de façon ultra subtile sur des générations, etc. Et qu'elles disent oh non, mais c'est les Bene Gesserit qui nous ont qui ont foutu cette croyance dans notre peuple. Bah, ça fonctionne bien avec le public, parce que sinon c'est très difficile à comprendre. Mais là, on perd en subtilité par rapport au livre, quoi. Forcément, c'est un effet difficile à éviter, je pense. En fait, moi, il y a une question que je me pose du début à la fin vis-à-vis des Bene Gesserit, justement, c'est Ouais. l'effet. C'est bon, elles sont pas assez subtiles, mais il y a suffisamment de trucs cachés pour que tu te demandes à quel point est-ce que ce qui est montré comme pas subtil, c'est pas complètement volontaire en fait, et qu'il y a plein d'autres trucs qui sont cachés derrière et qu'on saura un peu plus tard. Oui, c'est la Pour notion ça, de... après c'est peut-être moi et qui suis obsédé par l'Alpha Légion, mais il y a vraiment ce côté où tu sais jamais sur quel pied danser, et que justement, comme elles sont censées avoir tout prévu, elles sont censées entre guillemets tout maîtriser et tirer les ficelles dans l'ombre, au final, à n'importe quel moment, il peut y avoir un claquement de doigts et oh wow, je l'ai pas vu venir. Et elles ressortent comme un peu plus antagonistes ou manipulatrices ou malveillantes d'une certaine façon dans le film que dans les livres. Parce que notamment, c'est une invention du film. On a... c'est dans quel ordre que je dis ces noms, je sais plus. Hélène Gaius Moyam, la révérende mère, qui dit clairement qu'il reconnaît auprès de Irulan, la fille de l'empereur, que c'est bien l'ordre Bene Gesserit qui a poussé l'empereur à s'organiser avec les Harkonnen pour détruire la maison Atreide. Ce qui n'est pas le cas dans les livres. Et en gros, elle explique que de toute façon, c'est une lignée qui était devenue incontrôlable. Et donc, c'était mieux de se débarrasser de la lignée pour préserver leur plan à très long terme du Kwisatz Haderach. Même si très long terme, là, on arrive quand même... pour elle, on était à une génération d'arriver au fameux Kwisatz Haderach. Mais voilà, elles sont présentées comme ça. Et à cela s'ajoute la façon dont Dame Jessica est présentée dans le film, où elle va être plus directement vraiment dans la manipulation. Il faut que je convainque d'abord les plus faibles, les plus crédules, les plus faibles, ceux qui ont peur de moi parmi les Fremen, pour les convaincre, pour qu'au fur et à mesure, ils prennent vraiment Paul pour le Messie annoncé. Alors que l'intégration se fait un peu différemment, un peu plus. Il faut dire aussi une grosse différence, un peu plus sur la durée, parce que là, ça fait quand même une certaine différence. Les événements qu'on voit dans le film, deuxième partie, ça va être sur quelques mois, en tout cas moins que la grossesse, puisqu'à la fin, Jessica n'a toujours pas accouché d'Alia, donc admettons que ça se fasse sur 7 mois, alors que dans les livres, on a 2 ans. On a 2 ans d'acclimatation, tout ça, de montée en puissance de Paul et Jessica au sein des Fremen. Ce qui est un choix qui est aussi un peu décrié par certains fans des livres. 6 ans dans les livres? Je croyais que c'était le moment... c'est vrai qu'Alia, elle grandit, mais elle grandit plus vite, non? Il me semblait que c'était en 2 ans. Bon, peut-être que, en tout cas, ça se passe en plus longtemps que dans le film, ça c'est sûr et certain. Et peut-être que ça peut se ressentir aussi, toujours, hein, je rappelle au cas où je me fais un peu l'avocat du diable, je remets en avant les points qui sont souvent amenés par sur les critiques négatives. Le côté... j'ai perdu le fil en expliquant...
Euh, Peut-être que je voulais en venir à Alia directement. Non, 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 voilà, j'ai retrouvé. Euh, ce côté vraiment un peu trop rapide de quelques mois, ça peut donner une ampleur différente à la relation amoureuse entre Paul et Shani, puisque dans les livres, ils ont un enfant. Ils ont un enfant qui se fait assassiner pendant toute cette révolte de Arrakis. Et bah, ça donne quelque chose enfin, voilà, d'encore différent et un rapport différent entre les deux personnages. Là, de toute façon, Shani, si on devait choisir une des plus grosses différences du film par rapport au livre, ça va être la façon dont Shani réagit à cette montée en puissance messianique de Paul, puisqu'elle continue apparemment dans le film à être amoureuse de lui, mais elle s'oppose très frontalement à tout ça, hein. Elle est vraiment la porte-parole de toute cette frange des Fremen qui se méfie à juste titre. Mais dans le livre, elle est beaucoup plus, un peu plus discrète. Elle est amenée différemment. C'est pas un mauvais personnage dans le livre, mais elle va être voilà, moins opposée. Elle va d'ailleurs même comprendre, voire presque encourager, même si ça l'inquiète un peu, cette histoire à la fin de mariage entre Paul et la princesse Irulan, parce qu'elle comprend voilà, que c'est vraiment politique. Et d'ailleurs, on aura dans le film, de ce fait, on n'a pas cet échange qu'on peut voir dans le livre entre Jessica et Shani, puisque un des grands éléments qui caractérisait la relation de Jessica à Leto, c'est qu'elle était l'éternelle concubine. Ils se sont jamais mariés, même il avait l'intention. Et, euh, et en gros, Jessica dit à Shani, l'histoire se souviendra de nous comme les véritables épouses, même si dans les faits, elles sont les concubines, quoi.